Bienvenue à tous, bonjour à toutes et à tous. Cette matinale de la recherche du DRAPS portera sur la thématique de la violence faite aux femmes et nous aurons un éclairage de la recherche avec l'enquête nationale Virage et la présentation de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de Haute-Garonne dans un second temps. Donc je suis accompagnée pour cette matinale de la recherche du DRAPS de Laure Hatcher-Segui, qui est coordinatrice du dispositif, d'Angèle Nicole, qui est assistante communication à l'IREPS Occitanie, qui sera en soutien technique tout au long de cette matinale. Et je suis Margot Fett, référente territoriale pour le 31 et à l'IREPS Occitanie. Alors, le programme de la matinée, il sera le suivant. Dans un premier temps, on aura la présentation de l'enquête Virage. C'est une enquête quantitative qui se nomme « Violence et rapports de genre, contexte et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes », donc qui donnera en fait des données de cadrage sur cette thématique. Et ce sera Madame Magali Mazui, qui est chargée de recherche en démographie à l'Institut national d'études démographiques et co-responsable scientifique de l'enquête nationale, qui vous présentera voilà, cette enquête qui s'est effectuée depuis 2015 dans la lignée de l'enquête quantitative ANFEV, qui avait été la première étude quantitative sur la thématique des violences faites aux femmes réalisée en France. Et nous aurons dans un second temps la présentation de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne, donc une présentation sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes sur le département de la Haute-Garonne, qui vous sera présentée par Anna Jarry, qui est chargée de mission à l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne. Donc on excuse ce matin Madame Colin de Verdière, qui est chef de service du conseil départemental et qui devait co-présenter cette présentation avec Anna Jarry, mais qui voilà, nous excusons ce matin. Et à la suite de ces deux présentations, nous aurons un temps d'échange. Donc voilà, vous êtes invités tout le long des présentations à poser vos questions, à témoigner. Voilà, si vous avez aussi des expériences à amener dans cette matinale, n'hésitez pas, on aura vraiment un temps d'échange à la suite de ces deux présentations. Alors pour vous reposer le contexte un peu de ces matinales de la recherche, elles sont organisées dans le cadre du DRAPS, qui est le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé, qui est financé par l'ARS et porté par l'IREPS Occitanie. Donc c'est un dispositif régional de transfert de connaissances. Donc c'est un dispositif qui diffuse des outils et des formations pour favoriser la montée en compétences des acteurs. Il facilite la mise en lien entre chercheurs, acteurs de terrain et décideurs, et il fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. Donc les matinales, elles sont vraiment organisées dans chaque département de la région. Et cette année, la thématique de la prévention et de la lutte des violences faites aux femmes avait été une thématique qui avait été relayée comme importante et prégnante au niveau du département du 31. L'IREPS Occitanie, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Occitanie, c'est une association de loi 1901 qui a pour champ d'action l'éducation et la promotion de la santé. Donc, ces matinales de la recherche, elles permettent de valoriser des projets départementaux ou régionaux qui sont prometteurs ou probants, issus d'une recherche interventionnelle ou d'acteurs qui visibilisent et témoignent de projets prometteurs. Il permet de favoriser les échanges entre à la fois les pratiques de recherche, mais aussi les pratiques sur le terrain et entre les décideurs également. Évoquer les freins et les conditions de réussite pour permettre d'adapter un projet dans un autre contexte et de pouvoir le transférer. Donc, les violences faites aux femmes, la thématique qui nous occupera ce matin, elle regroupe de nombreuses situations comme les violences au sein du couple, les agressions sexuelles, les mutilations sexuelles féminines, les violences au travail, la prostitution, les violences conjugales. Donc, elles sont protéiformes et multiformes. Elles ont des impacts multiples sur la santé somatique et psychique, sur le plan social et professionnel, et particulièrement lorsque le processus est répété dans le temps et dans le cas où d'autres vulnérabilités sont existantes, comme des vulnérabilités liées à l'emploi, au logement ou à une situation de santé. Donc ça, Magali Mazui, dans un premier temps, vous présentera bien aussi voilà, les nombreuses situations, le côté protéiforme des violences faites aux femmes et ses impacts. Brièvement, le contexte national, c'est vrai que les violences liées à l'identité de genre sont un problème de santé publique
qui touchent particulièrement les femmes. Et on a pu le voir sur la période 2011 à 2018, les violences conjugales, donc qui sont les violences physiques et ou sexuelles exercées par le conjoint ou l'ex-conjoint, ont fait en moyenne 295 000 victimes par an, dont 72% de femmes. Donc on voit que les femmes sont davantage touchées par ces violences. Et depuis 2017, les faits de violences conjugales enregistrés ont augmenté de 42%. Donc, traduisant probablement en partie une évolution des comportements des femmes victimes, davantage incitées qu'avant à déclarer les faits, suite au mouvement MeToo, par exemple, ou le Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu en 2019. Également, on a pu voir que l'impact des confinements sur les violences faites aux femmes a été important, et notamment le service 3919 a pris en charge 22% d'appels de plus en 2020, donc lors du premier confinement, qu'en 2019. Au niveau loco-régional, on peut voir qu'un nombreux types de structures accompagnent les femmes dans cette thématique. Donc, il y a des structures à vocation sanitaire, ce sont les professionnels de santé, libéraux, les centres de planification et d'éducation familiale, les établissements de santé, mais aussi des structures d'accompagnement social, d'hébergement et d'insertion professionnelle, les acteurs du parcours judiciaire et également les centres de formation, d'information et de ressources. Donc voilà, je sais que parmi vous, il y a aussi de nombreuses associations, structures qui agissent sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et qui sont dans ces différents champs d'acteurs. Merci à tous et je laisse sans plus entendre Magali Mazui présenter l'enquête Virage dans un instant. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Voilà. Bon, je vais essayer de parler le plus clairement possible, malgré le fait que je sois très, très enrhumée. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci de compréhension. Je vais partager mon écran. Très bien. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'enquête nationale Virage qui a été réalisée en 2015, donc l'enquête violence et rapports de genre. Donc voilà, Virage est donc la dernière enquête nationale sur les violences de genre. Elle a été réalisée 15 ans après la première enquête pionnière, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, qui avait, elle, été réalisée en 2000. Et donc, l'idée, c'est de bien rendre compte, là encore, de la multiplicité des formes que prennent les violences de genre, donc verbales, psychologiques, économiques, administratives, physiques ou encore sexuelles, et donc de cerner les impacts de ces violences selon les contextes de production, puisque en fait, notamment les femmes sont exposées à un continuum de violence dans les différents espaces et il n'y a pas vraiment de frontières entre les espaces publics et les espaces privés. Donc, elles sont surexposées par rapport aux hommes à des violences notamment sexuelles dans la sphère des études, du travail, des espaces publics, de la conjugalité, que ce soit par un partenaire ou un ex-conjoint, et également au sein de la famille et de l'entourage proche. Donc l'idée de Virage, c'était de parvenir à mieux identifier des situations de violence selon le degré de gravité, c'est-à-dire, dans quelle mesure elles vont se cumuler, se répéter et s'installer dans la durée. Et en ce sens, on se distingue des enquêtes de victimation classiques qui, elles, essaient d'enregistrer, de repérer des actes qui correspondent à des crimes et des délits, et ensuite de voir dans quelle mesure les femmes vont faire des démarches, porter plainte, etc. Nous, à la fois, on enregistre des faits, mais on essaie d'aller au-delà d'indicateurs de victimation en essayant de produire vraiment plutôt des indicateurs qui vont relater des situations de violence dans leur complexité. Donc l'idée, c'est de faire ressortir la diversité des situations des personnes victimes, notamment selon le sexe, donc dans une perspective de genre, mais pas que, et adapter la prévention et l'accompagnement à chacun des deux sexes, au contexte, aux expériences différenciées de la violence, également dans une perspective intersectionnelle, donc l'âge, par exemple, les jeunes femmes ou les enfants sont particulièrement exposés aux violences de genre,
l'orientation sexuelle également, le fait d'avoir des limitations fonctionnelles, des formes de handicap ou encore l'origine sociale, l'origine migratoire, etc. En fait, les violences se basent sur des rapports de domination et donc vont constituer en quelque sorte des rappels à l'ordre et à la hiérarchie et de genre et de classe, etc. Donc, le projet a été porté par l'unité genre de l'INED, un groupe pluridisciplinaire de chercheuses et chercheurs. Donc, c'est constitué avec des démographes, statisticiens, statisticiennes, anthropologues, sociologues, psychologues, etc. Nous avons eu un financement des pouvoirs publics principalement, donc par 21 partenaires. Également, nous avons tissé un partenariat avec les assos spécialisés que nous avons reçus en amont de la construction du questionnaire et également qui ont fait partie du comité du COPIL, enfin du comité de pilotage. Donc, le projet avait démarré en 2011 et puis la date où nous avions déposé le projet scientifique. Et ensuite, les recherches de financement, la conception du questionnaire, les tests, l'enquête pilote en 2014 pour arriver à la réalisation de l'enquête en 2015 et la sortie d'un ouvrage collectif fin 2020 et en librairie depuis début 2021. Donc, c'est un projet d'assez grande envergure qui se compose d'un volet principal et de 3 volets complémentaires. Moi, je vais vous présenter des résultats du volet principal, mais je vous dis quand même quelques mots sur le dispositif. Donc, pour le volet principal, une collecte qui a duré de février à novembre 2015, des entretiens qu'on a réalisés par téléphone d'1 heure en moyenne. On avait recruté un institut de sondage et 67 enquêtrices et 43 enquêteurs pour l'enquête, formés spécifiquement. Un échantillon représentatif de la population résidant en ménage ordinaire, âgée de 20 à 69 ans, en France métro. Donc, ménage ordinaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas interrogé des personnes résidant en ménage collectif, type prison, type établissement de santé, enfin voilà. Vraiment la population tout venant, on va dire. Donc au total, on a 27 000 personnes qui ont répondu au questionnaire, 15 000 femmes et 12 000 hommes. Et en parallèle de ce volet principal, nous avions également 3 volets complémentaires, exclusivement par Internet. Virage LGBT, en direction des populations lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. Virage victime, qui était en direction des personnes ayant recours au service d'une association. Voilà, les questionnaires, en fait, étaient relayés par des associations spécialisées, que ce soit les assos LGBT, les associations de victimes, et puis également un volet virage université en direction de la population étudiante auprès de 4 universités françaises. Donc, brièvement, hein, je vous explique le questionnaire. Donc, on recueillait déjà les caractéristiques de la personne pendant 25 minutes. Donc, une enquête d'1 heure en moyenne, hein, un questionnaire d'1 heure en moyenne, avec déjà tout un tas de détails sur les caractéristiques de la personne pour pouvoir la situer et mettre en regard ses caractéristiques avec son parcours, en fait, parce que les violences vont impacter les parcours de vie. Ensuite, des questions sur l'état de santé, les addictions, la santé chronique, enfin les maladies chroniques, la santé psychique, les addictions, oui, je l'ai dit, les troubles du comportement alimentaire, et quelques questions sur la santé sexuelle et reproductive. Et ensuite, on passait au module violence. Alors, la violence récente, vécue de manière récente, comme il est d'ordinaire de capter dans les différentes enquêtes, dans les différents espaces de vie, études, travail, espace public, conjugalité. Et puis après, on reprenait des questions sur toute la vie de la personne depuis sa naissance, et notamment au sein de la famille et de l'entourage proche, étant donné que les violences dans la famille ont principalement lieu pendant l'enfance et l'adolescence. Donc là, on a simplement passé le module famille au niveau vie entière. Et si la personne déclarait des faits, on lui demandait si ces faits certains d'eux avaient pu être connus également au sein des 12 derniers mois. Et ensuite, on reprenait
s'il y avait pu y avoir des événements dans la scolarité, au travail, dans les espaces publics et dans la vie conjugale. Alors, quelques résultats, hein, j'essaye d'aller vite avec le temps qui m'est imparti. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est de dire que pour les femmes, les violences s'inscrivent dans un continuum. Donc, c'est vrai que quand on reçoit un public de femmes confrontées à des violences, il faut bien être au fait que souvent, ça peut faire écho à d'autres violences qu'elles ont pu vivre dans d'autres espaces, et notamment avec de la banalisation de violences sexuelles, d'insultes à caractère sexuel, etc. Alors, je vais commencer par l'enfance, hein, avec les violences dans la famille et l'entourage proche pendant l'enfance et l'adolescence. Donc, on voit une exposition assez forte des violences pour les filles et les garçons, hein, près d'une fille sur 5 et un garçon sur 8, ce qui est quand même très important. Les violences psychologiques sont 1,8 fois plus fréquentes et les violences sexuelles 6 fois plus fréquentes pour les filles. Les violences physiques, enfin, filles et garçons sont exposés à peu près de la même manière aux violences physiques. Par contre, ce qui va différencier en termes de genre, ça va être bien notamment les violences sexuelles. Ce sont des violences qui débutent très tôt, avec un âge médian inférieur à 10 ans pour les violences psychologiques, à 7 ans pour les violences physiques graves, à 9 ou 10 ans pour les viols et tentatives de viol. Ces faits qui sont vécus pendant l'enfance se répètent, hein, donc ils ont été répétés 5 fois ou plus, ou voire même sur une, voire plusieurs périodes de l'enfance et de l'adolescence, notamment pour 80% des violences physiques, mais aussi pour plus de la moitié des atteintes sexuelles, des viols et des tentatives, notamment pour les filles, plus souvent que pour les garçons, et dans plus d'une fois sur 2 pour tout ce qui est agression sexuelle. Donc les violences sont répétées sur de longues durées et les violences psychologiques et physiques plus longtemps que les violences sexuelles, avec un âge médian de fin autour de 13 ans. Alors, tous les milieux sont concernés, hein, ça c'est un résultat qu'on avait déjà de l'ANVEF, qu'on a là encore avec Virage. Pas de distinction selon les milieux sociaux. Les auteurs sont souvent le père ou le père et la mère pour les violences psychologiques et physiques, et très souvent les hommes de la famille pour les violences sexuelles. Les victimes, elles se confient principalement à l'entourage proche, donc des membres de la famille, des amis, le conjoint, dans plus de 80% des cas, mais pour 2 tiers des garçons ayant vécu des violences sexuelles. C'est-à-dire que les garçons en parlent un peu moins lorsqu'ils vivent des violences sexuelles. Les atteintes psychologiques sont dénoncées rapidement, alors que, bon, ça on le voit aussi sur le terrain, hein, les atteintes sexuelles tardivement, pour près de la moitié au bout de 10 ans ou plus, du fait, des faits que vous connaissez bien, c'est-à-dire soit la parole et une tentative de parole qui a été silenciée pendant l'enfance, soit il y a des effets de mémoire traumatique, etc. Ou soit aussi la personne, c'est quand elle se sent capable à l'âge adulte de éventuellement mener des démarches, mais déjà rien que de qualifier les violences, qu'elle peut en parler, en fait. Là encore, le processus de qualification peut prendre du temps. Il y a très peu de dénonciations professionnelles, mais les premiers types de professionnels vers qui se tournent les personnes vont être les professionnels du soin. Et bon, moi, souvent, les forces de l'ordre, très peu de démarches judiciaires. Les personnes nous disent qu'elles se sentaient trop jeunes au moment des faits voilà, pour pouvoir partir dans un combat judiciaire. Les violences dans les espaces publics, maintenant, ça me semble important de montrer qu'en fait, il y a une confrontation forte aux violences tout au long de la vie. Donc, dans les espaces publics, hein, on avait 11 questions sur les violences dans les espaces publics qui sont définies en creux comme d'autres espaces qui ne sont ni le couple, ni la famille, ni la sphère professionnelle ou scolaire, des questions sur le harcèlement sexiste, les atteintes et agressions sexuelles, une question sur les insultes et une question également sur les bagarres. Donc, 25% des femmes déclarent au moins un fait dans l'année, hein. Ça veut dire qu'en fait, ça concerne chaque année
énormément de femmes. Hein. Là, vous voyez, si vous regardez le tableau avec les effectifs, 25%, on est sur plus de 5 millions, 14% des hommes, plus de 2 millions, et 14% des hommes déclarent au moins un fait, donc 4% au moins un fait grave. Et si on regarde la typologie, hein, les femmes sont principalement exposées à de la drague importune et du harcèlement et atteintes sexuelles, des insultes, mais là encore, ce sont des insultes très souvent à caractère sexuel, tandis que les hommes sont plus exposés à des insultes et à des violences physiques et beaucoup moins à des violences sexuelles dans les espaces publics. Ce sont des violences que les femmes vivent dans leur quotidien, dans les lieux qu'elles fréquentent régulièrement, la rue, les transports en commun, le plus souvent la journée, notamment pour les insultes et la drague importune, et souvent en présence de témoins. Hein, c'est vraiment de la violence ordinaire. Des violences qui sont marquées par les rapports sociaux, donc notamment, là encore, comme je le disais, hein, majoritairement les très jeunes femmes qui sont dans les grands centres urbains, tout simplement parce qu'elles se déplacent très souvent, qu'elles croisent une multiplicité elles sont dans des interactions multiples, de nombreux lieux de sociabilité, etc. Donc, plus d'une femme sur deux d'âge jeune, enfin entre 20 et 25 ans, dans les grands centres urbains, déclarent des violences dans les espaces publics au cours des 12 derniers mois. Pour les femmes comme pour les hommes, c'est une non-conformité aux normes de genre qui va être un facteur important, hein, c'est-à-dire lorsqu'ils paraissent très masculins, les femmes pas assez masculines ou au contraire, non, pas assez féminines ou très féminines, et les hommes pas assez masculins, etc., va les exposer à du rappel à l'ordre. Les violences sexistes pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles déclarent souvent que l'auteur cherchait à affirmer sa force, son pouvoir, sa virilité, hein, dans les questions sur les motifs perçus, et des violences aussi souvent liées à l'origine ou la couleur de peau, au milieu social réel ou supposé, à la religion réelle ou supposée, dans les violences considérées comme graves pour les hommes. Donc, ce qui me semble important aussi de dire, c'est que les violences sexuelles sont des violences qui sont transversales pour les femmes. Donc, au cours des 12 derniers mois, 600 000 femmes ont subi au moins une agression sexuelle, près de 200 000 hommes. Les viols au cours de la vie, donc 14,5% des femmes, 4% des hommes. Et les viols et tentatives sont notamment vécus par les femmes, la moitié dans le cadre du couple pour les femmes, et 1 sur 3 dans la famille et l'entourage. Pour les hommes, plus d'un viol ou tentative de viol sur 2 sont dans le cadre familial ou l'entourage proche. C'est-à-dire que les hommes sont principalement exposés aux violences sexuelles quand ils sont jeunes, enfants, adolescents, mais après, ils sont plutôt préservés des violences sexuelles, alors que les femmes vont connaître des violences à tous les âges de la vie. Ces violences débutent très tôt. 47% des viols débutent avant 14 ans, 62% de ceux vécus par les hommes, et c'est le cas pour plus de 80% des faits vécus dans la famille et l'entourage. Donc voilà, les femmes, continuum des violences, hein, elles sont victimes dans tous les espaces de vie, tout au long de la vie. Ce qui me semble important à avoir en tête quand on prend en charge une victime, ça peut faire écho à bien d'autres violences que celles pour lesquelles on les prend en charge. Pour les hommes, les violences se concentrent dans l'enfance et l'adolescence et dans le cadre familial et proche. Ces violences ont un impact fort sur la santé. Alors, les femmes déclarent en conséquence des violences plus de maladies chroniques, un état de santé dégradé, mais aussi une dégradation de la santé psychique et aussi plus de maladies ostéo-articulaires et aussi de nombreuses addictions pour gérer le stress, de la même manière pour les hommes victimes. Et là, je vous ai mis un schéma sur le lien, la corrélation entre viol et dépression, où on voit que le viol et la dépression sont très corrélés également à l'environnement social. C'est-à-dire que les femmes qui n'en parlent pas, les femmes qui ne reçoivent pas de soutien, c'est-à-dire pas de prise en charge, et qui sont donc livrées à reléguer l'expérience de la violence et du viol dans le cadre du tabou et du secret, et surtout qui ne sont pas soutenues, ont un risque bien plus fort à développer des dépressions à l'âge adulte.
Mais ce rôle de l'environnement social, on le repère pour la plupart des violences. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une prise en charge et le plus tôt possible. J'en viens maintenant aux violences conjugales et notamment les violences post-séparation, parce que ça me semble important aussi d'avoir en tête que ce n'est pas qu'au sein du ménage, hein, y compris quand le partenaire n'est plus le conjoint. Donc, on investiguait 32 faits de violence. Je vous laisse lire, hein, je ne vais pas tout passer en revue, mais ça allait des insultes, la jalousie, donc le contrôle coercitif, dénigrement, hein, puisqu'en fait, contrôle, insulte et dénigrement sont les faits les plus souvent vécus dans une situation de violence conjugale associée à d'autres types de faits. Donc, l'insulte et le contrôle sont vraiment un marqueur d'une situation de violence conjugale. L'ambiance menaçante, le chantage économique, les menaces sur les enfants et les violences sur les enfants, et ensuite les faits de violence physique et les faits de violence sexuelle. Donc, en fait, quand on projette les déclarations des hommes et des femmes, hein, là, imaginez, on prend toutes les réponses des hommes, parce que les hommes déclarent un certain nombre de faits, les femmes aussi. Et imaginez, on prend toutes leurs réponses, on les projette un peu sur un écran et on essaie de voir, donc, quand un homme a déclaré des faits, qu'est-ce qu'il déclare d'autre? Quand des femmes ont déclaré des faits, qu'est-ce qu'elles déclarent d'autre? Et on voit bien, là encore, au sein du couple, ce continuum de violence avec une multiplicité de faits psychologiques, des violences récentes comme des violences anciennes, une atteinte de la santé psychique, des violences psychiques graves, des violences physiques graves. Et ce qu'on voit là dans le petit carré, donc là, un peu à l'extérieur de l'axe, c'est des situations plus rares, mais qui vont concerner donc plutôt les femmes, enfin, c'est du côté des femmes, des violences sexuelles graves. Elles déclarent que leur relation n'est pas du tout satisfaisante et en général être en train d'essayer de se séparer, et des violences anciennes. Alors que du côté des hommes, ce qu'ils vont déclarer, ça va être plutôt des violences d'hommes jeunes en début de relation, sans impact sur leur santé mentale, et puis avec un continuum de faits beaucoup moins important. Ça, c'est la même chose pour les personnes qui viennent de se séparer. Donc les femmes qui se séparent, qui se sont séparées dans l'année, là encore, elles sont confrontées à un continuum de faits, alors que les hommes vont plutôt être confrontés à des violences de courte durée, sans atteinte psychique, même s'ils disent qu'ils sont tristes, mais en tout cas, il y a pas le même impact psychique lorsque les hommes déclarent des faits. Alors, ces faits, ils sont différenciés selon le sexe. Donc là, si je décortique entre violence psychologique, physique, sexuelle, vous voyez un indicateur global qui est pas tellement différent pour les femmes et pour les hommes, mais c'est plutôt quand on va rentrer dans les types de faits, les femmes déclarent plus de violences psychologiques, plus de violences physiques aussi, et également plus de violences sexuelles. On ne le voit pas très bien avec l'échelle, mais en fait, les hommes déclarent quasiment, enfin, on n'a quasiment aucun homme qui déclare des violences sexuelles dans l'enquête. Et le résultat très important, c'est qu'une femme sur 3 est exposée à de la violence en période de séparation et pour la moitié d'entre elles, des violences graves, ce qui est différent pour les hommes. Donc, des violences multiformes pour les femmes au fil du parcours de vie. Et ce qui est important à voir, donc là, c'est la sphère conjugale 12 mois, comme je vous ai montré juste avant. Et là, c'est la sphère conjugale vie entière. Les hommes sont très peu confrontés à des violences psychologiques, physiques et quasiment plus sexuelles, notamment quand il s'agit d'un ex, d'une ex, alors que pour les femmes, vous voyez, les schémas sont très similaires. Euh, qu'il s'agisse de violences psychologiques par un conjoint au cours de la vie, par un ex au cours de la vie, des violences physiques par un conjoint, par un ex et des violences sexuelles, ce qui veut dire que même par un ex, une fois la séparation, les anciens partenaires continuent d'imaginer que leur partenaire leur appartient sexuellement. Donc vraiment des impacts différenciés sur les hommes et les femmes, je le montrerai après. Et quand on va encore plus loin dans la comparaison, donc les femmes vivent 10 fois plus souvent d'atteintes très graves, et notamment les femmes qui ne sont plus en couple, 25 fois plus de violences et d'atteintes très graves.
et à chaque fois un gradient selon plus les violences sont graves, plus le ratio, le gap entre les hommes et les femmes est important. Violences et parcours conjugaux sont étroitement liés pour les femmes, hein. Donc on est à 6,3% des femmes qui déclarent des violences, 2,2% des hommes. Les hommes, ça varie très peu selon leur parcours, alors que pour les femmes, notamment, donc les hommes, c'est entre 1 et 3%, alors que pour les femmes qui ne sont plus en couple sont plus de 12%, 12,5% d'entre elles déclarent des violences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'enquête en VEF, on avait ce chiffre marquant de 10% en conjoncturel. Nous, en longitudinal, on peut affiner selon les parcours. Et en fait, les femmes qui ont vécu plus d'une fois en couple ou qui sont séparées au moment de l'enquête sont plus de 10% à déclarer des violences, mais sans doute parce que la violence a été la cause de la séparation. Ces femmes qui ne sont plus en couple se sont séparées tardivement mais durablement, avec sans doute une distanciation de la conjugalité. Notamment, elles déclarent avoir peur de se remettre en couple. Elles sont plus précaires, plus âgées, ont une moindre dotation sociale et sont rentrées en conjugalité de manière plus précoce et ont eu plus d'enfants que les autres. Donc, les séparations sont plus fréquentes que par le passé. C'est sans doute pour ça que l'indicateur global est un peu plus faible que lors de l'ANVEF, parce que, de manière structurelle, les femmes qui vivent des violences se séparent plus souvent et ensuite mettent à distance la conjugalité. Les répercussions, comme je le disais, sont multiples, notamment en termes d'affect. Donc, elles déclarent un sentiment de colère, de honte, la peur d'une nouvelle relation, tristesse, déprime, la peur, tout court, et aussi une forte perturbation de la sexualité, notamment du fait des violences sexuelles. Elles déclarent beaucoup moins des difficultés d'ordre économique, même si 40% d'entre elles déclarent un déménagement, des difficultés au travail, des difficultés économiques. Et les répercussions sont assez similaires lorsqu'il s'agit des violences perpétrées par un ex, avec peut-être le sentiment de honte néanmoins, qui est moins prégnant que lorsque c'était un conjoint. Les répercussions sont multiples et notamment la peur. On avait une question en début de questionnaire sur le sentiment de peur au domicile et on voit que la peur d'être seule chez soi concerne une femme sur 3 qui vit des atteintes graves, donc avec sans doute une situation réelle de mise en danger au domicile. Les femmes parlent et font des démarches, mais peu aux autorités, hein. 2 tiers des femmes ont parlé des faits subis dans les 12 derniers mois. Et plus les actes sont graves, plus ils sont dénoncés, sauf les violences sexuelles. Ça, c'est transversal à tous les espaces, puisque seulement 23% en parlent, sans doute du fait de la honte qu'elles ont à déclarer des violences au sein du couple. Plus de 80% des actes subis au cours de la vie sont dénoncés, y compris les violences sexuelles, sans doute parce que c'est plus facile de parler de violences sexuelles d'un ex-partenaire ou d'une relation lointaine que ici d'un partenaire actuel ou récent. Donc les confidents, là encore, sont les membres de la famille, les proches, les amis, un peu moins souvent les collègues, très rarement les professionnels. Et là encore, on retrouve en première ligne notamment les professionnels de santé. Il y a peu de démarches au pénal et quand il y a des démarches au pénal, elles aboutissent peu, hein. Si vous regardez là, dans plus de la moitié des situations, il n'y a pas de démarche. Quand il y a des démarches, dans moins de la moitié, il y a des plaintes. Et en fait, regardez, les condamnations sont vraiment ultra minoritaires. Il y a un peu plus de condamnations lorsque les faits sont perpétrés par un ex-conjoint, mais on est quand même sur à peu près les mêmes schémas de. C'est des violences qui vont pas en pénal, en fait. Par contre, les violences sont beaucoup plus souvent dénoncées à la justice civile, avec notamment le recours au JAF pour statuer sur la résidence pour les enfants. Hein, si vous regardez, hein, le motif principal de saisie des JAF, c'est quand il y a des violences sur les enfants. C'est-à-dire que les femmes vont surtout activer les démarches quand ce n'est pas elle qui est concernée, mais quand ça touche leurs enfants. Mais aussi quand elles vivent des violences physiques graves, et sans doute qu'elles sont en danger, donc 22,6% pour les violences physiques graves et même 13% pour les tentatives de meurtre, alors qu'on est à 4% de manière globale dans l'indicateur, hein. Donc on a vraiment une surreprésentation des violences graves pour les femmes qui vont chez les JAF.
mais également des violences psychologiques qui sont encore insuffisamment prises en compte malheureusement par le système judiciaire. Les décisions des JAF pour 10 femmes qui saisissent le JAF, 6 requêtes dans le but de statuer sur la résidence des enfants et tout ce qui concerne l'autorité parentale. La décision de résidence est en grande majorité chez la mère, 8 femmes sur 10, mais finalement, c'est pas très différent des stats nationales, toutes séparations confondues. Un tiers des décisions imposent un point de rencontre, surtout quand il y a des brutalités physiques, et dans un tiers des cas, l'autorité parentale exclusive. Un peu moins souvent quand les violences sont le fait d'un ex. Et on a quelques situations rares de garde chez le père, mais il s'agissait de violences graves néanmoins. Donc pour conclure, je dirais un continuum de violence pour les femmes tout au long de la vie, dans tous les espaces, avec davantage de cumuls qui vont altérer les parcours de vie, hein, notamment la santé, les maladies chroniques, la santé psychique, mais aussi les maladies ostéo-articulaires. Hem, on a, si vous voulez consulter l'ouvrage, d'autres analyses plus poussées sur les populations minoritaires telles que les LGBT, les migrants ou descendants de migrants. Des résultats plus détaillés sur la santé si cela vous intéresse. Il y a un chapitre dédié aux corrélations entre violence et santé. Hem, voilà, des nombreuses victimes qui parlent des violences vécues, mais encore trop souvent dans l'entourage proche et qui engagent peu de recours, malgré le renforcement de l'arsenal législatif depuis l'enquête en VEF qui a été réalisée en 2000. Donc on insiste, hein, sur le fait c'est important de développer la prévention, notamment auprès des plus jeunes, et surtout de renforcer le soutien aux associations pour détecter, voilà, informer, avoir une prise en charge spécialisée au parcours de la victime et notamment au parcours de violence qu'elle a pu vivre. Pas seulement forcément des violences conjugales, mais violences conjugales et violences dans l'enfance, ou violences conjugales et violences au travail. Tout ça est vraiment très corrélé. Ce sont des vulnérabilités qui se font écho. Et puis aussi systématiser vraiment la formation des professionnels, de la police, de la justice, des personnels de santé, des travailleurs sociaux, à cette asymétrie. Parce qu'on peut avoir le sentiment d'une certaine symétrie, mais les expériences de vie, et notamment sur les parcours de vie, sont quand même très, très différentes. Voilà, bon, je suis allée un peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame Mazu, pour cette présentation et voilà, pour cette explication aussi du continuum des violences, Mmh. voilà, la précision de ces chiffres analysés, les impacts que vous avez soulevés. Et je vais laisser la parole à Madame Anna Jarry, qui va présenter les missions et également les ressources produites par l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes dans la Haute-Garonne. Donc, elle vous présentera le contexte, ses missions et vous présentera des ressources. Donc, je suis Anna Jarry, chargée de mission à l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne, qui est un dispositif qui, je voudrais activer le défilé, voilà, qui est un dispositif qui est tout récent puisque nous venons de fêter nos 1 an de création. Donc qui a été officialisé au dernier trimestre 2021 et donc qui a été lancé lors de la journée interprofessionnelle du 13 décembre 2021 et je reparlerai de cette fameuse journée interprofessionnelle. Le dispositif connaît une petite particularité à l'échelle de la France puisque sur la trentaine d'observatoires qui ont été créés depuis une vingtaine d'années en France, il n'y en a que 2 qui sont coportés par un département, une collectivité territoriale et la préfecture, les services de l'État. C'est le cas de celui de la Haute-Garonne. Peut-être un petit mot sur ce qu'est un observatoire territorial, puisque c'est un dispositif à l'échelle de la défense des droits des femmes qui est plutôt récent, hein, puisque le premier observatoire en France porté par une collectivité territoriale, c'est-à-dire une mairie, un département, une région, ou voire même une communauté de communes. Le premier qui a été créé il y a 20 ans exactement. Elles viennent de fêter leurs 20 ans d'existence et c'est celui de la Seine-Saint-Denis,
qui a été créé sous la houlette forte d'une certaine Madame Ernestine Ronay, et qui fait partie aujourd'hui du paysage, on va dire, du féminisme institutionnel, qui est reçu par les gouvernements, enfin les différents successifs gouvernements, et qui vient d'être missionnée, enfin ça fait déjà un petit moment, comme référente de l'ensemble des observatoires à l'échelle nationale par d'abord Monsieur le Président de la République et Emmanuel Macron, et aujourd'hui par la ministre Madame Rome, pour une espèce de coordination de l'ensemble de ces observatoires. Donc, ce sont des observatoires qui sont portés donc par des collectivités territoriales et qui peuvent se donner plusieurs missions. En général, les premières missions, c'est une développement des connaissances sur la collectivité sur laquelle ils sont, déjà d'essayer de développer une connaissance sur les violences en tant que telles, alors que ce soit par des statistiques, ce que nous faisons nous par exemple à l'Observatoire en Haute-Garonne, la collecte de statistiques, mais aussi de rassembler de la connaissance donc plutôt théorique sur les violences en général et de la diffuser, cette connaissance, auprès soit de professionnels, soit d'un grand public avec des campagnes de prévention évidemment, soit d'amélioration des dispositifs locaux. Alors par exemple, le premier observatoire donc porté par Madame Ronay a mis en place un dispositif à tester, et ça s'est finalement diffusé, celui de l'ordonnance de protection, donc avec un partenariat étroit avec la justice, puisqu'il s'agit d'un dispositif juridique de protection des victimes. Donc ce dispositif a été inventé, voilà, impulsé par l'Observatoire du 93, et aujourd'hui il est porté à l'échelle nationale. Un autre dispositif également qu'elles ont mis en place, c'est le dispositif féminicide, qui est d'organiser l'accueil des enfants dont la mère vient d'être assassinée à l'hôpital, c'est-à-dire de garder les enfants au moins pendant 8 jours à l'hôpital, de façon à ce que les enfants ne soient pas ballottés voilà, d'un accueil plus ou moins familial, plus ou moins haseux, voilà, pendant toute cette période qui suit, affreuse, on s'en doute, qui suit un féminicide, sachant qu'un tiers des auteurs de féminicide se suicident aussi à la suite de leur acte. Donc voilà, on peut imaginer dans quelles circonstances sont les enfants. Ça, c'est le dispositif féminicide, pareil, qui est en train d'être petit à petit généralisé à l'échelle nationale. Voilà pour ce qu'est un observatoire. Et donc, l'Observatoire de Haute-Garonne, en ce sens, s'inspire très, très grandement de l'activité des différentes missions qui ont été mises en place dans le 93 par Madame Ronay. Donc, à l'échelle du département, donc, nous avons 2 élus qui portent le dispositif, et à l'échelle donc de la préfecture, voilà, la directrice régionale et la déléguée départementale sont des partenaires de travail quasiment hebdomadaires. Voilà, le moindre projet qui est déployé se fait vraiment à 2 têtes sur cet observatoire. Cette fois-ci, je passe à la diapo suivante, si j'y arrive. Peut-être qu'il faut… Voilà. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Nous n'avons rien inventé en matière d'axe de travail sur cet observatoire. Le premier axe fort d'un observatoire, comme ça porté à une échelle territoriale, c'est de s'appuyer, de le renforcer, de le dynamiser sur le partenariat des experts locaux d'accompagnement des victimes. Nous avons monté un comité de pilotage, et à travers ce comité de pilotage sont mobilisés, je vais essayer, voilà, la police et la gendarmerie, bien sûr, les 2 tribunaux à l'échelle du département, c'est-à-dire Toulouse et Saint-Gaudens, en la personne des 2 procureurs et d'assistants de procureurs.
Nous avons l'ARS donc pour le volet santé. Nous avons également depuis peu, petit à petit, parce que nous agrégeons du monde chemin faisant, des territoires qui sont dynamiques sur cette question sur le département. Donc le territoire du Sicoval, par exemple, et Toulouse Métropole également, avec qui nous travaillons petit à petit, nous déployons des projets communs. La CAF de la Haute-Garonne, le CDAD, qui est une émanation du conseil départemental et qui fait le lien avec la justice. Ça, ce sont pour les institutions, on va dire, qui peuvent avoir un écho à l'échelle nationale. Et nous travaillons évidemment très fortement, nous nous appuyons sur les associations spécialisées. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres départements, mais en tout cas en Haute-Garonne, nous avons 2 associations piliers d'accompagnement global des femmes victimes de violences, qui sont l'APIAF, donc Association pour la promotion et initiative autonome des femmes, et une association qui s'appelle Olympe de Gouges, qui sont 2 assos qui ont par ailleurs, et ça fait partie intégrante de leur suivi de femmes victimes des CHRS, donc 2 pour l'une et 1 pour l'autre. Donc le conseil départemental, outre le fait que nous les finançons depuis de très nombreuses années pour partie, dans le cadre de l'Observatoire, nous travaillons avec elles sur de nombreux projets. Elles font partie des groupes techniques que nous réunissons, comme là, par exemple, nous allons lancer une réflexion sur le parcours logement des victimes. Et voilà, et la première rencontre s'appuie sur l'expertise de ces assos. 2 assos plutôt juridiques que que peut-être les professionnels qui nous écoutent connaissent déjà, qui sont donc à l'échelle nationale, France Victimes 31 et le Centre d'information sur les droits des femmes et familles, le CIDFF 31. Ces 2 assos sont très importantes parce qu'elles permettent par exemple une extraction de femmes victimes et un transfert en France. Parce que le CIDFF œuvre sur toute la France. Il y a des existences de ces 2 associations sur l'ensemble de la France, et donc ça arrive peu, mais quand c'est nécessaire, c'est extrêmement utile. Ça arrive que le CIDFF de Haute-Garonne fasse accueillir une victime en urgence par, je dis n'importe quoi, le CIDFF de Lyon, par exemple. Donc la victime, c'est arrivé qu'elle soit accompagnée jusqu'au train par quelqu'un du CIDFF en Haute-Garonne et soit accueillie par quelqu'un du CIDFF à Lyon, par exemple. Donc ça, pour nous, après, il y a un lien qui se fait. Voilà, c'est très important. D'autres assos locales, donc un autre volet très important aussi d'appui pour le conseil départemental, ce sont les volets des associations qui travaillent à l'échelle locale, plutôt dans les zones rurales. Donc nous avons 4 assos qui sont répartis sur l'ensemble du département, 2 à Saint-Gaudens, une à Muret et une à Verfeil. Une autre femme, par exemple la dernière là qui est mentionnée, est une association très très fiable, enfin très efficace, puisque dirigée, elle a été créée et elle est aujourd'hui dirigée par une ancienne victime elle-même de violences conjugales. Donc voilà pour les partenaires avec lesquels le conseil départemental travaille. Et nous travaillons bien sûr, peut-être ce qui n'apparaît peut-être pas là tout de suite, c'est que au conseil départemental, quand une femme est victime, elle va d'abord se rendre à une maison des solidarités. Et donc, notre appui, je reviens aux axes de travail de l'Observatoire, c'est d'améliorer donc le parcours de sortie de violence pour les femmes victimes, d'abord au départ de nos maisons des solidarités, c'est-à-dire d'abord au départ de nos équipes, c'est-à-dire assistantes sociales, PMI, toute l'équipe médicale qui travaille en PMI, et aide sociale à l'enfance. Et donc, évidemment, l'Observatoire se tourne
pour cette première année d'existence, en priorité vers nos professionnels. Nous avons 30 MDS à travers le conseil départemental et c'est vers ces professionnels que nous nous tournons et que donc nous faisons appel à nos partenaires pour renforcer, donc ça c'est l'axe développer une culture commune, renforcer les compétences et étayer les compétences de nos professionnels pour pouvoir accompagner au mieux les victimes et les diriger au mieux vers nos partenaires. Voilà. Alors, un des axes de travail, donc là, je viens d'en exposer un, mais qui est transverse. Donc là, un premier axe de travail, donc c'est comme tous les observatoires en France, hein, c'est donc produire de la connaissance et produire de la connaissance territorialisée, c'est-à-dire de voir comment notre département également s'inscrit en matière de connaissance des violences faites aux femmes à l'échelle nationale. Pour le dire en clair, pour comparer la production de violences faites aux femmes en Haute-Garonne avec notamment des chiffres nationaux tels que produits par l'enquête Virage, qui sont des enquêtes très, très précieuses pour nous. Donc, à l'échelle du département, nous produisons, c'était la deuxième cette année, nous avons pour ambition qu'elle soit annualisée, donc un recueil d'indicateurs sur les violences faites aux femmes. Et donc, voilà, là, c'est un premier exemple de participation de nos partenaires, puisque l'ensemble de nos partenaires qui sont cités précédemment m'a transmis tous les indicateurs qu'ils produisent pour pouvoir les faire figurer dans ce recueil. Ce recueil est disponible en ligne, vous pouvez le consulter. Je crois que les organisatrices de cette matinale vous le feront passer. Nous menons en interne des enquêtes internes, bon ça c'est au sein de l'observatoire, donc par voie numérique auprès de nos propres équipes pour évaluer le nombre de femmes victimes qu'elles suivent. Et nous accompagnons cette année une enquête sur la place des enfants qui accompagnent leur mère, place des enfants dans le parcours de sortie des violences de leur mère. Par exemple, quelle est la place réservée aux enfants quand une mère décide d'aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie? Est-ce qu'elle doit y aller avec ses enfants? Que faire des enfants quand elle fait son dépôt de plainte, etc. Donc, nous travaillons avec une sociologue qui s'appelle Auréline Cardozo-Coury et l'enquête est en cours de réalisation. Nous avons donc un site internet sur lequel il y a toutes les informations que je vous partage là est disponible sur notre site internet. Voilà. Ça, c'est pour la production de connaissances à ce stade de cette première année d'existence. Tout à l'heure, je vous disais donc que nous déployons, nous venons en appui, c'est le deuxième axe de travail, donc principalement à ce stade vers nos professionnels. Voilà, j'évoque là la fameuse journée interprofessionnelle qui avait été l'occasion du lancement de l'Observatoire l'année dernière, qui s'est reproduite cette année le 28 novembre. Donc, nous rassemblons physiquement et il y a aussi une visio à l'hôtel du département. Nous avions cette année 200 professionnels sur une journée. Donc, cette année, par exemple, nous avions donc une table ronde sur la santé, parce qu'il est question il y a un projet de création de maisons des femmes adossé au CHU de Toulouse. Donc, nous avions une table ronde à cette occasion en matinale et nous avions 2 tables rondes de l'après-midi, l'une sur la place des enfants, justement, où 2 sociologues, dont la sociologue qui effectue l'étude, sont venus évoquer donc, voilà, des premiers résultats d'enquête sur cette question de la place des enfants. Et nous espérons pouvoir en tirer quelques préconisations, mais au moment où elle rendra définitivement ses résultats, c'est-à-dire pas avant le printemps 2023. Et nous avions aussi, lors de cette journée professionnelle, une présentation des outils que l'Observatoire s'est approprié, a diffusé, a créé. Et ça, je vais y venir tout de suite dans la présentation.
Nous ne sommes pas organismes de formation, mais nous travaillons avec des organismes de formation, comme chez nous, le service de formation, ou des associations qui sont elles-mêmes reconnues organismes de formation, comme la PIAF. Et donc, nous mettons en place soit des sessions, une séance, par exemple, comme sur les cyberviolences, et où nous avons fait appel là au CIDFF, ou alors ce que nous avons appelé un parcours de formation, par exemple sur l'accompagnement au dépôt de plainte. Donc là, il s'agissait d'équiper professionnellement parlant nos assistantes sociales pour qu'elles préparent les victimes à déposer plainte, puisque nous savons que d'abord, déposer plainte, la démarche en elle-même n'est pas évidente, hein, puisqu'on vient de le voir avec l'enquête précédente. Voilà, hein, le parcours juridique d'un dépôt de plainte ne va pas souvent jusqu'à son terme. Donc, on peut comprendre que pour une victime, ce ne soit pas forcément évident, mais il n'empêche qu'on sait, ne serait-ce que pour, par exemple, avoir accès à un relogement social, le dépôt de plainte en lui-même peut être une étape fondamentale dans un parcours de sortie des violences. Alors, pas systématiquement, pas obligatoirement, et c'est ce que l'association, une première association qui faisait partie du parcours de formation était venue expliquer, la PIAF, que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire, puisque chaque victime, maintenant, on le sait, dispose de certaines ressources. Enfin, chaque victime est particulière, singulière, tout en présentant des caractéristiques communes. Et donc, voilà, nous avions 4 étapes. Donc, une formation en présentiel sur voilà, l'utilité et comment accompagner du coup une victime qui souhaiterait déposer plainte, la préparer au mieux à cette épreuve qu'est le dépôt de plainte. Nous avions aussi, deuxième étape, la police et la gendarmerie qui sont venus de concert en présentiel à la rencontre de nos assistants sociaux pour évoquer du côté institutionnel, de l'intérieur, qu'est-ce qui est attendu lors d'un dépôt de plainte. Bon, on peut s'en douter, c'est du factuel, hein, il faut reconstruire un récit. Et donc ça, voilà, la police et la gendarmerie sont venus le présenter à nos professionnels. Nous avions prévu 2 ateliers, nous en avons eu finalement 4, puisque voilà, on a eu plus de 120 professionnels qui se sont inscrits pour cette formation. Et ensuite, 2 étapes en webinaire. Donc ça qui a permis jusqu'à 180 connexions avec une avocate d'envergure nationale qui a expliqué le rôle d'une avocate dans une procédure judiciaire pour une femme victime de violence, et ensuite le CIDFF, donc et France Victimes, qui ont présenté toujours par voie webinaire, ce qui est plus simple et qui permet de rassembler beaucoup de monde, sur l'accompagnement juridique, avec que fait une association experte juridique dans l'accompagnement d'une victime. Donc, voilà ce que fait l'Observatoire en matière de formation pour le moment. Et donc, nous avons un prochain parcours prévu que je suis en train de préparer sur la prise en charge des auteurs de violences. Nous, à l'Observatoire, nous sommes aussi demandés par les équipes de professionnels, donc dans les maisons des solidarités. Je vais à la rencontre des équipes professionnelles et j'anime des temps autour des violences qui permettent à toute l'équipe de se mettre autour de la table et d'échanger sur leurs pratiques, leurs bonnes pratiques, leurs difficultés. Ça permet d'avoir les assistantes sociales, les PMI, l'ASE, les psychologues, etc. rassemblés. C'est toujours très enrichissant. Et donc, l'Observatoire a une émission également de réseautage et de partenariat, comme le prouve cette rencontre ici tout de suite. Voilà quelques outils professionnels que nous produisons concrètement. Alors, le violentomètre, qui est un outil maintenant largement diffusé, justement, là, l'Observatoire du 93 a été un des premiers dispositifs en France à le diffuser. C'est un outil qui arrive d'Amérique latine, et donc l'Observatoire du 93 avait été les premières à le traduire en français et à le diffuser. Donc ça, c'est un outil qui est très, très aujourd'hui reconnu comme étant très utile, très pratique pour lorsqu'une professionnelle repère une victime de violence potentielle et que la victime a du mal à mettre des mots, cet outil permet de mettre des mots avec la personne et permet donc une première parole.
Il est destiné au départ aux jeunes femmes, mais en fait, évidemment, toutes les femmes de tous les âges s'y reconnaissent. Donc, c'est un outil qui est très, aujourd'hui, vraiment estimé très précieux par les professionnels. Donc, nous l'avons, nous, en Haute-Garonne, nous avons travaillé avec le 93 pour pouvoir nous l'approprier, c'est-à-dire il y a un jeu de logo à poser et pour pouvoir le diffuser. Nous en avons diffusé 10 000 en 2021, donc essentiellement pour le moment auprès de nos MDS, mais pendant l'année 2022, donc, parce que j'anime un groupe technique de professionnels donc d'assistantes sociales, puéricultrices, sages-femmes, mes collègues m'ont dit, mais Anna, il nous faudrait d'abord en langue étrangère. Donc, il existait déjà en langue étrangère, nous l'avons repris. Tout ça est à disposition sur notre site internet. Et puis, elles m'ont demandé une affiche à disposer dans les salles d'attente. Et ça, le conseil départemental a été le premier à le mettre en place, puisque le 93 n'avait pas eu cette demande jusque-là. Donc, nous sommes un peu fiers de cette affiche du violentomètre également, donc, que nous pouvons vous envoyer. Il suffit de nous le demander. On peut vous envoyer des violentomètres en petite quantité et également en langue étrangère, mais on peut aussi vous envoyer des affiches. Nous avons pour mission la diffusion de ces outils. Et nous avons produit, donc ça c'est pareil, j'ai recopié un outil qui existait beaucoup dans le 93, puisque j'ai travaillé dans le 93. Ce sont des cartes contact qui sont petites. Là, on ne le voit pas bien à l'échelle du diapo, mais en fait, ce sont des cartes qui sont format à peine un peu plus grandes que des cartes format carte bleue, en fait, qui sont escamotables dans un sac à main pour une victime. Et qui ont l'objectif vraiment, c'était de proposer des numéros nationaux. Alors, locaux, pardon, justement. Alors, je suis un peu perturbée parce que là, pour vous montrer l'objet, on vous a mis le versus qui est, ça illustre pas mon propos puisque le 3919, c'est justement un numéro national. Mais de l'autre côté de la carte, il y a des numéros localisés. Si vous êtes en zone, il y a 4 zones à l'échelle du département pour nous, des zones police, des zones gendarmerie, une zone à Saint-Gaudens où les deux sont mobilisables. Et surtout, nous avons 4 zones associatives, c'est-à-dire que voilà, la Piaf et Olem de Gouges sont mobilisables à Toulouse et au Nord Toulouse. Une autre femme, on l'a vu tout à l'heure dans le Lauragais, et 2 types d'assauts différents à Muret et à Saint-Gaudens. Donc, nous avons produit 4 cartes et selon l'endroit où vous êtes, nous pouvons également vous diffuser cette petite carte. Elle est prévue à la main de nos MDS. Donc, il s'agit essentiellement, c'est toujours un support de travail pour les professionnels. Donc, il s'agit pour une assistante sociale ou autre type de professionnel de pouvoir donner cet outil à une victime pour qu'elle se sente voilà, renforcée, outillée, équipée. Et nous avons prévu un espace vierge de façon à ce que la professionnelle ou le professionnel qui utilise cet outil puisse noter à la main un numéro qui lui est propre, soit un numéro institutionnel, soit un numéro direct quand la mission du professionnel le permet. Et voilà, donc si vous avez besoin de contacter l'Observatoire, voici donc à la préfecture Madame Émilie Provençal et chez nous au conseil départemental Madame Gaëlle Collin de Verdière, donc, qui est chef du service qui héberge l'Observatoire, et moi-même, Anna Jarry. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait. Je crois que ça ira, voilà. Alors, je vais départager. Hop. Merci beaucoup, Madame Jarry. Donc, n'hésitez pas là à poser vos questions dans le chat sur les 2 présentations. On a un temps d'échange, voilà, donc qui nous permettra d'aborder voilà, des questions spécifiques. Si vous souhaitez revenir sur certains points, autant sur l'enquête virage que voilà, sur la présentation de l'Observatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je les reposerai directement aux intervenantes selon la question et elles pourront aussi vous répondre de manière croisée. On a pour l'instant des remarques concernant le violentomètre que certaines personnes avaient identifié sur le papier des baguettes de pain cette année ou dans les gendarmeries
Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Jarry, d'où vient cette initiative? Voilà, le contexte un peu de cette démarche. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, la métropole toulousaine est très active également. Et donc, pour le coup, les baguettes de pain, il me semble, enfin, je crois savoir, parce que des collègues me l'ont dit, elles ont vu les baguettes de pain à Saint-Orens. Et donc là, on ne sait pas si c'est Métropole ou si c'est la mairie de Saint-Orens ou si ce sont les deux. Donc ça, c'est plutôt pour Toulouse et les communes limitrophes, ce sera plutôt Toulouse Métropole. Voilà. Pour la gendarmerie, alors là, il faut voir le logo du violentomètre, ce qui est apposé sur le violentomètre. Ça peut être nous, parce que donc nous avons un fort partenariat avec la gendarmerie, la capitaine Dupéré. Nous travaillons avec la maison de la protection des familles, par exemple. Le major Fage était présent à la journée interprofessionnelle, et nous avons deux gendarmes spécialistes de la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes qui sont également, qui travaillent avec nous, bon, voilà, qui sont intervenus lors de la formation et qui sont également intervenus lors de la journée interpro. Donc, pour la gendarmerie, le violentomètre, il faut voir. D'accord, merci. On a une question concernant le livre Virage. Peut-il être déployé et offert en format numérique pour les professionnels? Donc, Madame Virginie Guiloup cite les tribunaux, les forces de sécurité intérieure, les associations d'aide aux victimes, par exemple. Madame Mazu, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Alors, l'ouvrage est disponible en format papier, en librairie ou à l'INED, quoi, et aux éditions de l'INED, et aussi en format numérique. Il est un peu moins cher en format numérique, quoi, mais voilà, il faut essayer de, je sais pas, vous le faire financer peut-être par une structure départementale, peut-être, je sais pas. Il existe des formats synthèse de l'enquête Virage qui sont téléchargeables à l'INED, Oui, sur le alors site de l'INED. c'est des petites plaquettes, ouais, sur le site internet. Mais on les mettra sur la page de la oui, matinale en accès, on mettra ouais, tout ça en accès. oui, Après, effectivement, c'est toujours la problématique de l'accès aux productions académiques, c'est ça. voilà, qui est quand même un souci. Mm. Mais voilà. En tout cas, on vous mettra les ressources disponibles, les articles consultables, voilà, directement sur le site du DRAPS, sur le lien dessous la matinale, avec d'autres aussi articles que nous proposera Madame Mazui, qui sont en lien avec la thématique. Oui, il y a l'ouvrage, il y a aussi des articles en téléchargement gratuit, des articles plus spécifiques, quoi. Ouais. J'avais une question, Madame Jarry, concernant les formations dont vous parliez et le prochain parcours. Comment les acteurs pourront être informés de cette nouvelle formation et avec quels partenaires cette formation sera mise en place, si vous avez déjà quelques infos sur ça? Alors, il est clair que pour le moment, nos parcours de formation ils étaient tournés vers, on avait fait en sorte que la moitié des inscriptions soient ciblées pour nos équipes en interne, et la moitié du reste des inscriptions à destination de nos partenaires, comités de pilotage en particulier, associations, etc. Voilà. Après, on pourra peut-être pas former 500 personnes à l'échelle du département, mais les webinaires, effectivement, de toute façon, sont en accès libre. Donc, peut-être passer par vous, en fait, quand nous avons un prochain programme, on vous l'envoie et vous le diffusez aux partenaires. Oui, on peut également le diffuser à notre contact de partenaire de le maillage territorial sur le département aussi. Voilà, c'est ça, parce que également, on a un site internet. Voilà, nous sommes en lien avec plusieurs réseaux pro et on ne peut pas, nous, à notre échelle, engranger voilà, l'ensemble, enfin, je ne sais pas, 10 000 contacts de professionnels à l'échelle du département. Donc, on va travailler, par exemple, là, on a un contact avec l'Ordre des médecins. On va passer par la tête de réseau, en quelque sorte, pour diffuser l'info. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant que vous êtes dans nos tablettes, on vous diffusera l'information. Oui. Ok, parfait.
On a une problématique de place, voilà, de salle. Outre le fait que les intervenants ne souhaitent pas non plus, sur ce type de sujet, avoir des salles non plus de 300 personnes. Par exemple, sur l'accompagnement au dépôt de plainte, la PIAF avait tenu à avoir des groupes de pas plus de 25 personnes. Pour pouvoir, parce que ce ne sont pas des formations descendantes. Il faut que les participantes puissent exprimer, voilà, parfois des cas de figure, des cas concrets qu'elles ont rencontrés, etc., qu'elles puissent échanger entre elles. Ce sont les intervenants souhaitaient pouvoir permettre une discussion, en fait. Donc, un échange de bonnes pratiques également. On est avec des professionnels. Donc, voilà, peut-être que c'est pour ça qu'on prévoit la notion de parcours. Autant mais les webinaires seront ouverts sans aucun problème et les invitations seront diffusées aux têtes de réseau. Le présentiel, voilà, il faudra voir, je suis pas seule décisionnaire de ces questions et on verra vers quel public on se tourne. Oui, oui, j'imagine que vous avez ciblé le public et aussi sur le nombre de participants à une formation présentielle qui est… C'est ça. On a 1500 professionnels sociaux et médico-sociaux déjà rien qu'au sein du conseil départemental qui sont en très, très forte demande de formation. Donc, voilà, pour cette première période d'existence, ce sont nos petits privilégiés en quelque sorte. Mais comme on a absolument besoin du réseau vis-à-vis des victimes, ne serait-ce que pour… voilà, l'objectif étant de fluidifier le parcours des victimes, il faut absolument travailler, ça fait partie intégrante de notre façon de travailler. Donc, c'est pour ça que nous intégrons à chaque fois, on essaye de voir comment toucher le maximum de collègues à l'échelle du département, de professionnels à l'échelle du département. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui. Merci. En tout cas, oui, j'entends que les webinaires seront diffusés plus largement que des formations où là, vous allez anticiper. Et je crois, j'espère ne pas me tromper, Mathieu, mais je pense que certains webinaires sont même rediffusés, non, peut-être pas à l'échelle du grand public, peut-être pas sur Nouva, mais ouais, en interne, ouais, c'est toujours ça. Voilà. Moi, j'ai une question, Margot, est-ce que je peux la poser? Oui, je te laisse la poser. Je voulais vous demander, Madame Jarry, du coup, quand on avait préparé cette matinale, on avait un peu évoqué l'existence d'autres observatoires. Vous m'aviez dit qu'il y en avait une trentaine. Du coup, j'ai regardé un peu quels étaient les autres observatoires, notamment dans la région Occitanie. Je sais qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes dans le public qui ne sont pas du département, de la Haute-Garonne, mais qui travaillent dans d'autres départements. Et du coup, je me demandais quels étaient vos liens avec les autres observatoires? Alors, je n'ai pas connaissance de tous ceux qui peuvent exister en Occitanie, mais j'ai vu, par exemple, dans le 82, c'était beaucoup plus sommaire que ce qu'il y a dans le 31, sans jugement là-dedans. Mais voilà, je me demandais quels étaient vos rapports de travail, s'il y en avait, avec les autres observatoires du département, de l'Occitanie, pardon. Alors, à ce stade, moi, j'avais pris des contacts en transversal avec les chargés de mission violence, prévention, lutte, selon. Mais effectivement, il n'y a pas de relation pour le moment officielle. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'autres observatoires membres de notre comité de pilotage, en tout cas. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas voilà, de prendre, de s'informer, de nous informer, mais ce ne sont pas des relations officielles. Je ne crois pas que nos élus, par exemple, aient rencontré les élus porteurs des observatoires dans les autres départements. Ce qui est le cas interne à la Haute-Garonne, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure, je vous présentais le territoire du Sicoval, qui est un territoire dans le Lauragais. Ce territoire est connu pour être très dynamique en matière de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes. Et nos élus se parlent, se voient régulièrement. Les élus du Lauragais viennent au comité de pilotage, ça se parle, etc. Voilà. Il n'y a pas cette… donc, pour le moment, il n'y a pas cette intensité de travail avec les autres observatoires. C'est-à-dire, ce qui nous manquerait, ce serait une échelle régionale pour nous rassembler. Nous avons une échelle nationale, les observatoires, puisque nous sommes
rassemblés sous la houlette non hiérarchique, mais symbolique, donc de ce que par la mission interministérielle, nous sommes rassemblés 2 fois par an par la MIPROF, sous la houlette donc de Madame Ronet, que je citais, que je présentais tout à l'heure, mais à l'échelle régionale, pour le moment, ça manque. Donc, ce serait intéressant à faire. Je note, je le suggérerai à mes responsables. Merci. Merci. Si des structures ou des personnes veulent témoigner aussi de leur action, je vois qu'il y a voilà, des coordinateurs PTSM, donc le lien avec la santé mentale aussi au niveau du département peut être intéressant. Alors, c'est pas dans le département du 31, mais dans le 46, ou si des personnes voilà, qui œuvrent aussi dans le parcours des femmes victimes veulent apporter leur témoignage et leur témoignage de terrain, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, si vous le témoignez dans le chat. Nous avions lors de la journée interprofessionnelle un témoignage d'une CPTS, qui est une structure locale du côté de Muret, d'un réseau de professionnels de la santé. Et le coordinateur a mis en place aussi tout un travail et une diffusion du violentomètre. Voilà, donc je ne sais pas si certaines personnes qui nous écoutent ont peut-être croisé cette initiative. Et il avait dans l'idée de s'appuyer sur les pharmaciens de zones rurales pour pouvoir faire de la prévention contre les violences faites aux femmes. Voilà. C'était sur quel territoire? C'était sur le 31? Alors, je vais essayer de retrouver… Ah oui, alors c'était sur le 31 et c'était du côté de Muret. D'accord. Ah oui, la CPTS, le sud toulousain. Je vois que le Oui, docteur absolument. Bernot, Oui, absolument. okay. Très bien, oui, c'est un bon exemple. Oui. Alors, il y a eu plusieurs questions. Oui. Alors, je vois… Je vais peut-être relayer Madame juste… Julia Duménil, qui est coordinatrice du PTSM 46, évoque que la situation avait été abordée en Dordogne. Peut-être vous pouvez ouvrir votre micro pour pouvoir témoigner sur cela. Oui, bonjour, Julia Duménil, donc je suis coordinatrice du PTSM du Lot et j'étais avant sur un poste de chargée de mission en prévention et promotion de la santé en Dordogne. Alors là, je me suis pas encore attelée là sur mon PTSM sur les violences faites aux femmes, mais je ne l'oublie pas et je vais vraiment y travailler. Ce qui était pour vous faire le retour en Dordogne, en fait, on avait commencé un protocole sur les prises en charge des victimes de violences à l'hôpital, notamment sur les points d'entrée de la maternité et des urgences. Et en fait, on s'était aperçu, et ce qui était assez, je ne vais pas dire choquant, mais embêtant, en fait, c'est que les médecins n'avaient pas forcément les mêmes, comment on peut dire, ils n'allaient pas noter sur des situations similaires les mêmes arrêts parce qu'ils ne cotaient pas pareil en ITT selon les coûts et blessures enfin, voilà, qui étaient produits. Et donc ça, on s'était posé la question de comment on pouvait faire une sensibilisation au niveau des médecins pour avoir quelque chose de plus homogène, en fait. Je ne sais pas si vous y avez travaillé. Voilà, c'était ma petite remarque. Je vois que le docteur Vergniaud, est-ce que c'est vous, docteur, qui étiez… voilà. Elle dit qu'elle peut témoigner en réponse. Oui, voilà, le docteur Vergniaud. Donc, docteur Vergniaud, je vous laisse témoigner en réponse. Donc, docteur Vergniaud, qui est médecin légiste. On ne vous entend pas. Je vois que vous avez votre micro activé, mais on ne vous entend pas. Alors, c'est très dommage. Le docteur Vergniaud, je vais parler à votre place et puis vous complétez. Alors, sur l'évaluation des violences, ça, c'est très, très dommage que je ne pourrais pas du tout parler à votre place. Par contre, effectivement… Ah oui.
Je suis en train de lire, j'attendais que le docteur Vergnaud éventuellement écrive quelque chose. Donc, c'est le docteur Vergnaud qui est venu présenter le projet de Maison des Femmes à notre journée interdépartementale. Il est évident qu'un axe de travail autour de la santé nous est demandé depuis… enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très, très souhaitable avec les généralistes, avec les gynécologues. Nous avons été approchés là, pas plus tard qu'il y a 3 jours, par quelqu'un qui est à l'ordre des médecins et qui pourra faire le lien avec l'ordre des médecins. Et donc voilà, et le violentomètre justement est un outil, mais bon, en interne après sur des grilles d'évaluation et la correspondance avec un ITT même. C'est ça peut-être que vous évoquiez? C'est ça qu'il faudra travailler. Absolument. Absolument, oui. Bon, ben voilà, donc votre témoignage est précieux et voilà, on essaiera de voir si toutefois nous pouvons commencer à le mettre au travail avec l'équipe de la Maison des Femmes et donc en particulier le docteur Vergnaud. Nous verrons dans quelle mesure ce travail-là est à déployer. Oui, c'est précieux comme témoignage, en effet. Merci, et puis merci beaucoup pour votre travail et votre présentation. C'est mon boulot. Merci. Alors, il y a un témoignage, ou plutôt une remarque du département du Lot qui a mis en ligne un site web sur les violences et qui partage du coup le lien vers le site que vous pouvez rejoindre. On vous le mettra aussi dans toutes les ressources qu'on vous enverra suite à la matinale. Et la personne souligne que l'outil de violentomètre y figure parmi d'autres informations. Voilà, donc une communication à ce sujet également sur le département du Lot. Sur le 82, donc le Tarn-et-Garonne, le docteur Gillard s'éloigne qu'au sein de MSP et CPTS, nous avons établi un protocole de prise en charge des violences intrafamiliales. Donc un dépistage pendant les consultations des professionnels de santé, un travail sur des situations complexes avec l'aide d'une éducatrice spécialisée. Également, des actions de prévention dans les lycées sur les violences sexistes et sexuelles sont mises en place. Ah oui, donc c'est intéressant au sein des MSP, des CPTS, vraiment des actions à la fois de dépistage, de prise en charge des situations complexes et de prévention. Merci pour ce témoignage, Dr Gillard. Et également une remarque de Madame Stéphanie Moureux, si j'ai bien l'ensemble du nom, qui souligne qu'il y a une inter-CPTS dans le 31, c'est peut-être un sujet à suggérer. Donc un sujet peut-être de travail sur cette thématique, sur la thématique inter-CPTS, sur la thématique des violences faites aux femmes. Oui, merci. Bon, voilà, le sujet de la santé vient de démarrer et nous prenons toutes… Oui. Vous m'entendez? Je suis le docteur Vergnaud. Vous entendez de loin. Un peu mieux? Oui. Pardon. Moi, je suis vraiment désolée. J'ai un souci avec mon micro habituel depuis plusieurs visios et voilà. Juste pour rebondir sur l'ITT, parce qu'il y avait une question là-dessus. Je crois qu'à Cahors, enfin, on parlait. Je crois que votre intervenant, enfin, la réflexion était sur la fixation des incapacités totales de travail, mais par tout médecin en fait. Juste pour rappel ou pour vous expliquer un petit peu, juste l'incapacité totale de travail qu'on fixe en tant que médecin à la fin des certificats de constatation des répercussions des violences, hein, quand on évalue la répercussion physique et psychologique dans ces certificats et on nous demande, la justice en fait nous demande de se prononcer sur l'incapacité totale de travail qui est une notion pénale qui n'a rien à voir avec l'arrêt de travail ou voilà, c'est une notion pénale qui est difficile à appréhender quand on n'a pas l'habitude de le fixer. Et certains médecins qui ne sont pas formés à ça, donc fixent des ITT, des incapacités totales de travail, plutôt par rapport, enfin, pas forcément de façon systématique parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas forcément trop à quoi ça correspond. Et puis, il n'y a pas de définition en fait dans le code pénal de ce qu'est l'incapacité totale de travail. Il y a l'AHAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui a fait des recommandations sur la fixation de l'ITT, mais
l'ensemble des médecins qui fixent des ITT ne sont pas forcément formés et habitués à fixer ce genre de notions. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que sur le plan du territoire, quand l'incapacité totale de travail n'est pas fixée par un médecin légiste, quelqu'un qui est un peu spécialisé dans la maîtrise de cette notion-là, ça peut être disparate entre certains médecins et même pour un même médecin sur différentes victimes. Voilà. Après, je ne peux pas commenter plus en avant sur des cas spécifiques parce que moi, je travaille à l'unité médico-judiciaire à Toulouse et on fait des réunions aussi au sein de notre service assez régulières sur l'ITT pour essayer d'être reproductible entre nous parce que c'est aussi, malgré le fait qu'on est spécialisé, parfois un peu complexe à déterminer, notamment dans le cadre de violences réitérées. Hein, donc voilà. Enfin, sans vous faire un cours sur l'ITT, juste pour vous expliquer un peu que c'est une notion qui peut être difficile à appréhender, notamment comme vous le dites, comme je vois dans les commentaires, quand il s'agit de violences psychologiques anciennes, où une femme a potentiellement été victime pendant 20 ans de violences, alors physiques ou psychologiques, ou les deux, ou uniquement, enfin voilà, c'est une notion qui est difficile à appréhender, notamment dans des contextes de violences réitérées, où on ne sait pas si on doit mettre toute la durée de l'exposition aux violences, si on doit mettre, enfin, c'est vraiment une notion qui est potentiellement difficile à appréhender pour tout médecin, en fait. Hein. Même nous, on se concerte parfois sur des fixations d'ITT entre collègues en médecine légale. Voilà, donc je ne suis pas étonnée de votre réflexion. Voilà. Après, la décision de l'ITT, elle appartient au magistrat et le certificat n'est qu'indicatif dans cette histoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, après, c'est affaire de magistrat. Mais bon, normalement, c'est le magistrat qui décide parce que ça sert à qualifier l'infraction, cette notion-là. Donc, ça appartient au magistrat, en fait. Voilà. Et après, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, si c'était possible de faire des formations sur l'ITT. Oui, les médecins, il y a toujours des possibilités de formation. Nous, à l'UMJ, on est aussi disponible pour pouvoir répondre à des médecins, parce qu'en général, c'est des compétences médicales qui font des certificats avec fixation d'ITT. Et souvent, c'est des médecins ou des sages-femmes. Mais l'ITT, ça appartient plutôt aux médecins. Et donc, on est potentiellement joignable par ces médecins s'ils ont des difficultés sur des situations pour fixer les ITT. On est régulièrement appelé dans ce cadre-là. Mais voilà. D'accord. Ah oui, c'est intéressant de savoir qu'on peut aussi vous contacter si jamais il y a... Ah oui, l'unité médico-judiciaire, on peut être contacté si on a des difficultés parce que si vous voulez, souvent quand même les gendarmeries et police, quand ils font des réquisitions pour rédaction de certificats, ils s'adressent plutôt à des personnes spécialisées ou avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui ont l'habitude de cette notion. Mais pour quelqu'un qui est en ruralité et qui doit faire ce certificat et à qui on demande de se prononcer sur l'ITT, ça peut être très difficile aussi pour lui. Hein, voilà. Oui. Et je vois le docteur Gillard qui souligne qu'il serait utile d'avoir un téléphone pour parler des situations litigieuses. Oui, bah moi je peux vous donner le téléphone de l'unité médico-judiciaire, alors à destination des professionnels plutôt, parce que là, c'est pour discuter un peu entre professionnels. Je vais vous donner le numéro 32 23 21, qui est le numéro de notre infirmière et qui fait le relais. Ça, c'est l'unité médico-judiciaire. Mais voilà, après, hein, c'est ce qu'on fait à Toulouse. Je pense que localement, il y a des organisations qui existent aussi, qui ne sont pas les mêmes qu'à Toulouse. Et c'est peut-être plus simple de contacter les référents locaux sur ces questions-là. Enfin, je ne sais pas. Nous, après, on est disponible, mais voilà. Oui, chaque référent local a voilà, une zone aussi sur laquelle... Et sur la maison des femmes, tout le monde parle de... Là, je vois, vous parlez de référents par département. En effet, au CHU, pour dire deux mots, pour compléter ce que Madame Jarry a dit, on a en effet au CHU, on porte un projet, entre guillemets, de maison des femmes parce qu'on reprend l'appellation de la structure hospitalière de Rada Hatem qui s'est construite en 2016 à Saint-Denis, qui est une structure hospitalière de prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire des femmes victimes, avec un volet prise en charge sanitaire, donc somatique et psychologique, mais aussi un volet de prise en charge sociale, judiciaire et associative. C'est ce qu'on souhaite développer au sein du CHU, mais on souhaite aussi développer la portée territoriale de la structure et un peu revoir ce qui a développé en termes de réseau
départemental, mais aussi au plan régional Occitanie-Ouest. Alors, c'est un grand chantier, entre guillemets, mais on aimerait s'appuyer déjà sur des organisations locales qui existent, en fait, et faire une sorte d'annuaire, mais qui est déjà entrepris. Je crois l'Observatoire participe à la rédaction de ces annuaires de structures spécialisées qui existent déjà, au moins au plan départemental. Et nous, on souhaite aussi que cette structure puisse jouer un rôle dans le soutien des structures locales qui existent, la formation éventuelle et puis l'animation du réseau. Mais voilà, on est en cours de travail sur cette structure-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions et pour ce témoignage et explication du projet de la Maison des Femmes également. Sur la Haute-Garonne, on a une question sur la prise en charge des auteurs. Est-ce qu'il y a des actions ou des réflexions Oui. qui sont mises en place à ce sujet? Je sais que Madame Jarry, vous avez parlé du coup d'une formation en lien avec ce public. Est-ce que est-ce que vous pouvez peut-être préciser? Merci. Oui, alors la prise en charge psychosociale des auteurs est un axe fort qui a émergé lors du Grenelle des violences, hein, en matière de prévention, en fait, pour faire en sorte que les auteurs ne récidivent pas, principalement. Et donc, effectivement, oui, le conseil départemental, au moins, a pris en charge cet axe de travail avant même la création de l'Observatoire, en soutenant la création d'un centre d'accompagnement CPCA. C'est un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales à l'échelle Occitanie. Donc, on les avait soutenus une première fois lors de leur réponse à l'appel à projet qui avait suivi le Grenelle en 2021. Ils n'avaient pas été retenus en Occitanie, mais ils ont été retenus pour 2022. Donc, c'est un centre qui est en création. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de place d'hébergement des auteurs, mais il y a cette instance qui est en création et qui donc fédère plusieurs associations qui sont expertes en matière d'accompagnement des auteurs, principalement sous un axe judiciaire, c'est-à-dire les deux associations auxquelles je pense, qui sont l'AVAC et la JC 31, qui se situe à Saint-Gaudens, sont des assos mandatés par les tribunaux judiciaires pour mettre en place ce qu'on appelle des stages de responsabilisation, donc qui ne remplacent pas une judiciarisation des actes, mais qui est rendue obligatoire justement par le tribunal de justice lors d'un jugement. Donc, les deux associations accueillent des auteurs qui seraient volontaires donc en dehors d'une démarche judiciaire, mais elles le disent pas très fort, mais elles le disent quand même, on l'entend, qu'il y a très très peu d'auteurs volontaires qui se présentent à ce type de groupe de parole. Plus récemment et de façon beaucoup plus institutionnelle et forte, le comité local d'aide aux victimes, le CLAV, qui est présidé par le préfet de Haute-Garonne et qui réunit donc les institutions, mais les directions des institutions, hôpitaux, police, gendarmerie, auquel participe aussi l'Observatoire, a un axe prévention des auteurs. Et donc, voilà. Et donc, l'Observatoire, c'était concomitant dans le temps et du coup, nous travaillons de concert, prend également part à cette réflexion. Et donc, nous continuons de soutenir le CPCA et par ailleurs, donc, nous proposons cette formation à laquelle ce sera la VAC et la JC qui vont intervenir et présenter ce qu'est aujourd'hui la prise en charge PEC, PEC, des auteurs de violences à l'échelle du département au moins, et probablement à l'échelle Occitanie, puisque une des chargées de mission du CPCA sera également invitée. Une petite info complémentaire. Nous avons régulièrement des prises de parole, soit de la justice, soit de la gendarmerie ou de la police, qui font remonter le fait que les mesures d'éloignement des auteurs ou l'éviction du domicile conjugal des auteurs sont des mesures qui sont prononcées, mais qui demeurent problématiques, puisque les auteurs n'ont pas
en tout cas, c'est ce qu'ils font apparaître, n'ont pas d'hébergement, de repli, en fait. Et donc, voilà, ça, c'est un sujet pour le moment qui est en cours de réflexion, c'est l'hébergement des auteurs de violences. Donc, il y a des territoires où certaines structures ont été dégagées. Il existe des nuitées spécifiques pour les auteurs de violences, où la gendarmerie, la police peut dégager en quelque sorte, ou elle peut indiquer ces lieux d'hébergement aux auteurs de façon à ce qu'ils ne dorment pas dans la rue quand ils sont évincés du domicile conjugal. Mais il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a déjà de très nombreuses femmes victimes qui sont en attente d'un logement. On sait qu'une des problématiques majeures de séparation, un des freins majeurs à la séparation, c'est le logement des victimes avec leurs enfants. Donc voilà, c'est compliqué de prévoir des hébergements pour les auteurs de violences quand déjà il n'y a pas suffisamment d'hébergements pour les victimes. Je vous ai donné là un petit peu là où nous en sommes fin 2022 de cette réflexion. Très bien, merci beaucoup Madame Jarry. Et peut-être juste, excuse-moi Margot, mais juste ajouter sur cette question des auteurs, je mentionnais dans le chat qu'il y avait l'existence du CRIAV, je ne sais pas comment on le dit, mais Midi-Pyrénées, qui est sur vraiment au niveau du CH Marchand, qui est sur la prise en charge et l'aide aux professionnels qui sont confrontés aux auteurs de violences sexuelles. Et mentionner également que ce centre de ressources donc, sur les auteurs fait partie du réseau Prévios, qui est une association de prévention des violences aussi, qui existe à l'échelle à Toulouse, mais qui se déploie, je crois, à l'échelle de l'Occitanie et qui font des actions de formation aussi sur ce sujet-là, y compris sur la partie auteur des violences. Donc, Prévios, je vais vous mettre le lien dans le chat. Nous sommes en lien avec le docteur Moncani, Anne-Hélène Moncani. Eh bien, ça, c'est elle qui est sur le CRIAV. Voilà, et donc j'ai pris contact avec elle pas plus tard qu'il y a 2 jours pour lui proposer d'intervenir dans ce parcours de formation que nous organisons. Et je pense aussi que ça peut être intéressant, si vous ne les connaissez pas, de prendre contact avec donc l'association du réseau Prévios. Oui, alors on les connaît absolument, on les connaît. Oui, oui. Je me disais, justement, on avait une question en ce sens dans le chat de Madame Cathy Jaroux, directrice de l'IREPS, qui demandait si le réseau Prévios participait à la mise en lien des observatoires entre eux. Peut-être Madame Jarry, vous pouvez… Alors, nous, le réseau Prévios, nous les connaissons comme formatrices de professionnels. Et d'ailleurs, elles viennent, nos professionnels les connaissent très bien. Elles sont intervenues auprès des équipes bien avant la création de l'observatoire. Donc, elles sont, elles, de formation psychologue, le réseau Prévios. Moi, je les ai entendues également lors d'une formation des juristes l'année dernière auprès de la Cour d'appel. C'était aussi très intéressant dans le cadre d'une formation obligatoire pour les juristes. Et c'était ouvert en interprofessionnel. Donc, voilà, pour le réseau Prévios, nous les connaissons parfaitement et elles sont un prestataire pour nous. Voilà. Par contre, je ne savais pas qu'elles pouvaient avoir une envergure régionale. En tout cas, elles ne se sont pas proposées à ce jour, mais c'est une association, enfin, c'est un réseau de professionnels qui est sous format associatif, donc je ne vois pas trop… Non, en fait, je sais qu'ils interviennent dans les départements moins limitrophes de la Haute-Garonne. Ils sont basés en Haute-Garonne, ça c'est sûr, à Toulouse. Mais, oui, Madame Fourteau, oui, elle est ça, il n'y a pas de souci, ouais. Non, pour le moment, le travail interdépartemental n'est pas un axe fort de l'observatoire, clairement. On a bien compris. Que si ça doit se faire, et c'est pas du tout, c'est tout à fait envisageable. C'est dommage que Madame Provençal n'ait pas pu assister à cette rencontre. Elle était prévue au départ. Si ça doit se faire, ça peut tout à fait passer. Par contre, par la directrice régionale aux droits des femmes du côté de l'État, qui nous propose une rencontre interdépartementale. Moi, je peux absolument… C'est vrai que jusque-là, on était la tête dans le guidon de cette première année d'existence. C'est tout à fait quelque chose qu'on peut proposer. Et bien sûr, merci de votre suggestion. C'est parce qu'à l'IREPS, on a tous notre travail départemental, mais on a aussi un niveau régional. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, c'est cette coordination entre les départements et la région.
Il y a un tas de choses que l'Observatoire pourrait faire. Oui, on ne peut pas tout Comme, faire non plus. ouais, voilà, pour le moment, bon, Ouais. nous avons ciblé quelques premières missions et puis on verra. Voilà. Et je vois un témoignage également de la directrice de la FFPE, la Fédération des femmes pour l'Europe, qui énonce qu'ils ont organisé avec Prévios, justement, le groupement d'un groupe de formateurs et de formatrices, sociologues et psychologues, pour proposer des formations pour former des professionnels sur la prévention des violences. Donc voilà, un exemple Très bien. d'une association en lien avec Prévios sur des formations. Moi, je voudrais m'adresser à Madame Mazui. Je ne sais pas si j'ai le, le droit. Si, bien elle est sûr, toujours avec allez-y. nous. Oui. Si elle est toujours avec nous parce qu'elle était très pas bien. Oui. Je ne sais pas si elle nous entend. En tout cas, je pose ma question, elle l'aura peut-être par la suite. Je voudrais savoir si l'enquête virage va être reproduite, Oui. notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le suivi post-Grenelle, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse au niveau des institutions qui prenons en charge les victimes, hein, c'est de voir s'il y a une évolution de la prise de parole, en particulier auprès de professionnels, parce que l'enquête montre que les victimes parlent en priorité à la famille, bon, sans surprise. Voilà, est-ce que les victimes vont, avec le Grenelle, avec le mouvement MeToo, avec le Grenelle à provoquer la formation des forces de l'ordre, des forces de sécurité intérieure. Ça, c'est incontestable. Nous qui travaillons avec eux voilà, depuis quelques années, on le voit. Les victimes nous le disent. Les professionnels qui travaillent régulièrement avec les commissariats ou avec les gendarmeries nous le disent aussi. Donc, est-ce que l'enquête va être reproduite ou l'enquête en VEF, enfin, ou un mix des deux, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait à nouveau, post-Grenelle, une grande enquête d'envergure nationale qui permettrait d'évaluer l'impact du Grenelle? Bon, je pense que Madame Mazui… On l'a perdu, mais on lui restituera. Non, non, Ah, je suis là. Vous êtes revenu. Alors, il n'est pas prévu de faire de nouvelles enquêtes type virage ou en VEF. Par contre, il y a les enquêtes de l'INSEE et du SSMSI maintenant. Donc, ils ont fait l'enquête Genèse et je crois qu'ils vont publier les résultats bientôt. Et par ailleurs, dans leur dispositif d'enquête annuelle, donc l'enquête qui s'appelait CVS, qui maintenant s'appelle VRS à partir de 2022 sous un nouveau format, elle devrait inclure plus de catégories de faits de victimation. Mais oui, à terme, ce serait bien d'avoir un dispositif virage qui mesure vraiment les situations de violence, voir où on en est, et qui ne se restreignent pas à un certain type d'acte, comme CVS. C'est vrai que CVS, on a souvent des infos sur les violences physiques et sexuelles, mais pas sur les violences psychologiques, par exemple. et puis, j'ai un autre sujet à soumettre. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça relève de l'INED ou plutôt voilà, de sociologues spécialistes. On le voit, ça commence à arriver, mais c'était même pas pris dans l'enquête nationale là, sur les morts violentes. Ce sont les violences faites chez les grands seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 75 ans, qui est un fait émergent. Nous, enfin, en Haute-Garonne, la gendarmerie vient d'être formée sur le recueil de paroles de personnes déficience sensorielle, c'est-à-dire, voilà, et il y a, je crois que c'est 10%, hein, c'est entre 10 et 12% de personnes victimes de violences qui ont plus de 75 ans. Voilà, ça c'est un premier sujet. Et l'autre sujet, c'est, pour en revenir aux violences psy, c'est le sujet du suicide, c'est-à-dire les victimes qui se suicident et qui sont
tagués par les forces de sécurité intérieure comme simple suicide, sans que ce soit relayé à des violences conjugales. Bon, alors nous, là, localement, parce qu'il y a tout un travail qui est fait à l'échelle des observatoires d'homogénéisation des indicateurs violence, donc que nous proposons aux associations qui font remonter leurs indicateurs et que nous avons également proposé aux forces de sécurité intérieure sous la houlette du cabinet du préfet. C'est l'AMI Prof qui encourage cette homogénéisation qui est super pratique et qui nous permet du coup d'avoir le nombre d'heures consacrées par les assos à l'échelle du département à l'accueil des victimes de violences conjugales. Par exemple, ça nous permet d'avoir des chiffres comme ça. Et c'est vrai que cette question, puisque vous parliez de caractéristiques d'actes, voilà, d'avoir poussé une victime au suicide, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que, voilà. Ah là, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu. Alors, c'est vrai que moi, je milite pour faire rentrer dans la catégorie des féminicides les suicides forcés. Voilà. Le dispositif législatif le permet depuis 2 ans. Enfin, voilà, il y a les premières enquêtes, les premiers jugements qu'on commence à voir apparaître. Souvent, les enquêteurs sont déjà un peu formés à ça, mais il faudrait vraiment généraliser ça. Et d'ailleurs, je me demandais, à votre niveau, si le dispositif féminicide, il allait prendre en compte les enfants dont la mère se suicide ou pas? Alors, si le docteur Vergniaud est encore parmi nous, elle va préciser si nous avons un dispositif féminicide au sein du CHU, mais pas à ma connaissance, ou en tout cas pas aussi affiché et connu que celui du 93, par exemple. Je ne sais pas si le docteur peut… Ouais, c'est pas encore mis en place en fait. Nous, on a aussi le déploiement en ce moment là de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique, et donc on souhaiterait intégrer la prise en charge des enfants dans le cadre du féminicide via le déploiement de cette unité du APED. Donc on est en train d'y travailler, mais pour l'instant c'est pas effectif. Voilà. Mais c'est vrai on reste beaucoup sur la statistique du rapport de la DAV sur les homicides conjugaux. Une femme meurt tous les 2 jours et demi, c'est beaucoup plus en fait, si on intègre. Oui, et après, donc, outre les cas de suicide dans le cas de violence, nous, on aimerait aussi étendre le dispositif à la prise en charge des femmes victimes de tentatives d'homicide, avec la prise en charge des femmes et des enfants, bien sûr, mais vraiment porter une attention particulière sur ce parcours-là, parce que souvent, c'est des femmes qui, de toute façon, passent par l'hôpital dans des services de réanimation ou qui n'ont pas forcément l'habitude d'accompagner sur le parcours les victimes et pour lesquelles, finalement, à la sortie de l'hôpital, elles ont eu leur prise en charge de leurs violences graves. Et voilà, il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu de prise en charge globale de tout ce qui a entouré le fait traumatique, en tout cas la violence qui a conduit à cette prise en charge. Et donc, voilà, on souhaite nous aussi étendre un peu cette prise en charge du dispositif féminicide aussi aux victimes de tentatives de féminicide, en fait. Merci beaucoup c'est intéressant de voir vos réflexions un peu croisées sur ces tentatives, ces réflexions sur l'élargissement, justement, entre Madame Mazui sur vraiment une vision nationale, Madame Jarry sur une vision départementale et le docteur Vergniaud vraiment sur un dispositif très local. Donc, merci à vous pour ça. D'ailleurs, si je peux rajouter un élément, quand on compare Envef et Virage, il n'y a pas de baisse significative des violences graves, des tentatives de meurtre, par exemple. Ça n'a pas significativement baissé. Merci pour cette précision. Qui plombe bien le… Moi, je me dis que ça ne baissera pas, mais au moins que les femmes parlent. Enfin, voilà, moi, je suis intéressée par l'impact du Grenelle parce qu'on le voit de façon qualitative, mais si ça pouvait se traduire de façon quantitative, ce serait encore mieux, quoi. Comme ça, on serait… voilà, l'évaluation en termes de politique publique, puisque moi, je suis versant politique publique à l'échelle d'un département. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains pays où il y a des budgets pour faire des rééditions d'enquêtes à intervalles réguliers. On n'est pas dans ce cadre-là pour la France sur Envef, Virage.
Mais c'est vrai, parce qu'on voit qu'il y a quand même 15 ans d'intervalle entre Mm. l'enquête et le virage, ce qui est quand même Bah oui. conséquent pour évaluer, pour avoir un suivi, Mm. comme vous dites, de l'évolution en fait, des faits au niveau statistique. Bah oui, oui, oui. On arrive à la fin de cette matinale. Je tenais vraiment à vous remercier, l'ensemble des intervenants. Donc, Madame Jarry, Madame Mazui, merci beaucoup pour vos présentations et également pour les personnes qui sont intervenues en témoignage. Donc, je pense à la coordinatrice de PTSM, Madame Dubénil, au docteur Verneau, aux médecins également qui sont intervenus du Lot, du 82 pour nous apporter leurs témoignages riches. Donc, tous les éléments qui ont été présentés ce matin seront diffusés sur le site du DRAPS, en lien aussi avec la rediffusion de la matinale. Donc, vous pourrez transmettre à vos partenaires ou collègues qui n'auront pas pu assister à la matinale. Et vous aurez également des articles, les sites internet, les ressources comme le violentomètre qui vous ont été présentés ou d'autres également, qu'on vous transmettra en suivant. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Juste Margot, Oui. je l'ai mis dans le chat, mais il y a un questionnaire qui vous sera envoyé par un second mail, mais que j'ai mis aussi, j'ai mis le lien dans le chat pour juste quelques questions sur cette matinale et sur la procédure d'inscription, le contenu, etc. C'est ce qui nous permet après d'améliorer un peu l'organisation des matinales du DRAPS. Donc, si vous pouviez prendre 2 minutes pour y répondre, ce serait super. Merci, au revoir. Merci à tous et à Merci toutes. beaucoup. Au revoir. Et bonne journée à tout le monde et bonne fête.